Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du cycle Picasso, aujourd'hui organisé par le musée Picasso à Paris. Nous sommes dans l'auditorium Pierre Daix du musée pour poursuivre cette vaste réflexion 50 ans après la mort du peintre. Comment regarder Picasso, comment porter et transmettre son œuvre, comment la montrer, comment en parler. Après avoir évoqué Picasso et le masculin et avant une séance consacrée à la sexualité dans l'art, place aujourd'hui à un thème qui résonne avec ces deux sujets et qui suffirait à alimenter des heures et des heures de discussion, le peintre et son modèle. Avec nous, Camille Morino, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire d'exposition conservatrice du patrimoine, vous avez travaillé notamment au Centre Pompidou, où vous avez été en 2009 commissaire de l'exposition des collections Elle à Centre Pompidou, qui présentait uniquement des œuvres d'artistes femmes issues des collections du Musée national d'art moderne. Vous avez cofondé en 2014 et vous dirigez l'association Aware, qui œuvre en faveur de la visibilisation des artistes femmes. Rappelons aussi que vous avez été commissaire de la rétrospective consacrée à Niki de Saint-Phal au Grand Palais en 2014-2015. Nous pouvons aussi citer Women House à la Monnaie à Paris en 2017-2018 et plus récemment l'exposition Pionnière au musée du Luxembourg en 2022. Avec nous également Nathalie Blondil, bonjour à vous. Bonjour. Directrice du département du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris. Vous avez été précédemment directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal, co-commissaire de l'exposition Fernand d'Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau Lavoir, présentée au musée Montmartre en cette année 2022-2023. Un peu plus de 20 ans auparavant, vous aviez été co-commissaire de l'exposition Picasso érotique, présentée notamment à la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris, c'était en 2001. Alors commençons peut-être par nous arrêter sur ce terme de modèle. Picasso ne faisait pas ou peu poser, pour autant on peut difficilement dire qu'il n'avait pas de modèle. Alors il faut s'entendre sur ce que l'on désigne par là, ce terme de modèle. Nathalie Blondil, il n'a pas seulement un sens purement académique. Oui, alors c'est vrai que en ce qui concerne Picasso, Gertrude Stein disait qu'il avait toujours peint sans modèle. Par contre, Henri Kahnweiler disait que sa peinture était autobiographique. Donc il y a cette ambiguïté sur la question du modèle chez Picasso et surtout par rapport à une époque où le modèle est un métier professionnel. Il faut remettre les choses à leur place. Nous sommes encore à la fin du 19e, début 20e, dans le temps où la peinture académique a besoin de modèles. Donc les artistes, qu'ils soient sculpteurs ou qu'ils soient peintres, on travaille à partir de modèles professionnels parce que ils sont dans une représentation illusionniste de l'art, alors que pour Picasso, il y a un basculement puisqu'en fait, il y a une autre façon de considérer la création et la conception. Pour autant, le rôle du modèle, pour Picasso est toujours très important puisque il y a eu toute une historiographie de l'œuvre du peintre qui a jalonné sa carrière, son parcours, avec le nom des femmes qui ont partagé sa vie. Et nous allons y revenir évidemment. D'abord, pour poser aussi un peu le cadre, Camille Morino, s'interroger sur le peintre et le modèle. Pour Picasso ou pour d'autres, c'est questionner un regard du peintre sur le modèle, c'est questionner une relation, un regard qui peut être la projection d'un désir. Oui, alors j'essaie de me rappeler ce qu'on s'est dit toutes les deux en préparant cette prise de parole et pardon de revenir un peu en arrière sur l'expérience. Allez-y, bien sûr. Je vais rendre chaotique les choses, mais en ouvrant cette présentation, je ne sais pas si tu te rappelles, Cécile, mais les journalistes arrivaient, d'ailleurs aussi des collègues et le public, et la question principale qu'on me posait en découvrant quand même 8 mètres carrés, 300 artistes, 1000 œuvres, c'était mais il n'y a pas d'hommes nus en fait. Les artistes femmes ne montrent pas d'hommes nus. Alors j'étais un peu interloquée par cette question, mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça. Et depuis, donc je réponds sans répondre à votre question. À l'époque, je me suis dit, est-ce que c'est parce que les artistes femmes ne s'intéressent pas aux hommes de la même manière que les hommes s'intéressent aux femmes? Elles ont pas envie de les voir nus, peut-être. Elles n'ont pas eu la possibilité de les avoir comme modèles, et où mes amis, collègues, conservateurs, conservatrices n'ont pas acquis volontairement, parce que ça les gênait, des portraits d'hommes peints par les femmes voilà. Donc, 3 réponses possibles un peu anthropologiques qui vont au-delà de l'histoire de l'art, de l'absence relative de représentation de corps d'hommes nus dans l'exposition Elle.
Ce qui répond à la question du modèle, qui est aussi une question de disponibilité, qui répond un petit peu à ce que tu disais, Nathalie, c'est-à-dire que au début, quand Picasso travaille, au même moment, des artistes femmes accèdent aux nus pour différentes raisons, pas de manière officielle, pas dans les écoles des beaux-arts nationales, mais plutôt dans les académies privées. Donc elles travaillent le modèle, hommes et femmes en réalité. Elle le travaille probablement différemment. Il y a probablement ce que j'appelle un female gaze, un regard féminin sur le corps, qui n'est pas du tout un objet identifié d'histoire de l'art aujourd'hui, et qui rend d'ailleurs la lecture et du travail des femmes et du travail des hommes difficile, et ça on en reparlera peut-être plus tard, qui fait que c'est une question très ouverte pour moi et intéressante, et donc je suis contente en réalité de traiter ce sujet un peu pour la première fois avec vous aujourd'hui, qui est un vaste sujet. Je garde la question de la projection du désir quand même sur laquelle oui, pardon, on reviendra. J'ai pas répondu à votre question, mais non, c'est pas grave, on y reviendra. Nathalie Mondil, je citais l'exposition consacrée à Fernande Olivier, donc qui fut la compagne de Picasso au début de sa vie à Paris, donc au tout début du XXe siècle, dans les années de pauvreté. Avant de rencontrer Picasso, Fernande Olivier est modèle. C'est ainsi qu'elle gagne sa vie. Mais lorsque l'on la retrouve dans l'œuvre de Picasso, est-ce que c'est un modèle qu'on retrouve? Est-ce que c'est le modèle Fernande Olivier ou est-ce que c'est autre chose? Oui, alors Fernande a une histoire intéressante. D'abord parce que elle va devenir modèle professionnelle, parce que elle s'est enfuie d'un mariage compliqué, violent, et elle va avoir la possibilité de découvrir ce métier. Bon, pour autant, donc ce n'est pas son nom réel. Elle s'appelle Amélie Lang. Elle va prendre un nom d'emprunt parce que le métier de modèle est quand même pas très bien considéré pour les femmes, notamment. Et elle va commencer une carrière à partir des années 1900 jusqu'à sa rencontre avec Picasso en 1904, où elle va être très appréciée. Donc c'est un modèle professionnel, très apprécié par les grands peintres, grands sculpteurs pour qui elle pose, et elle raconte cette vie. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les modèles femmes professionnels étaient mieux payés que les modèles hommes. Donc il y a peut-être, c'est intéressant à noter du point de vue donc du désir qu'il y avait et de la demande qu'il y avait pour ce type de modèle féminin. Fernande, quand elle rencontre Pablo Picasso, est une femme éduquée dans la petite bourgeoisie, très belle, beaucoup de superbe, très élégante, et elle rencontre Pablo Picasso qui lui est au début de sa carrière, sans le sou, négligé. Bref, il lui fait la cour pendant assez longtemps avant qu'elle ne se décide à emménager chez lui. Mais c'est une décision qui est compliquée pour elle parce que elle ne veut pas abandonner le métier qui lui permet d'être émancipée financièrement parlant. Le statut des femmes est dur, elle n'est pas mariée, elle est seule, mais finalement donc elle va décider de s'installer chez Pablo Picasso au Bateau Lavoir dans leur atelier, et Pablo va lui demander instamment de ne plus poser pour aucun des peintres pour qui elle était. Cela dit, elle a beaucoup aimé ces années de sa vie. Elle a souvent dit que c'était les années les plus heureuses de son existence. Bon, il faut replacer les choses dans leur contexte, et son lien avec Picasso ne sera pas tant un lien de modèle comme elle pouvait le faire dans les académies, mais c'est vraiment un lien d'inspiration. Picasso travaillait beaucoup la nuit, il s'isolait, mais Fernande est partout dans son œuvre pendant de 1905 à son départ en 1912. Avec Fernande Olivier, l'artiste expérimente, comme l'a écrit Émilie Bouvard, qui était avec nous pour parler de Picasso et le masculin, l'artiste expérimente l'exclusivité permise par la vie commune. Quelques années plus tard, Picasso va se marier avec Olga Koklova, danseuse des ballets russes, et je voudrais vous soumettre donc un extrait du texte Olga Picasso modèle, une révolution domestique, écrit donc par Émilie Bouvard dans le catalogue de l'exposition Olga Picasso en 2017. Je la cite: « Nous voudrions souligner combien au sein du processus créatif picassien, l'apparition d'Olga comme épouse et modèle est un événement révolutionnaire et matriciel pour l'ensemble du travail à venir de Picasso. Celui-ci affirme en effet avec force la fusion assumée et visible, travaillée, fantasmée de l'univers domestique et de la création artistique, de la vie et de l'art. » Elle poursuit en expliquant que si Picasso a réalisé quelques véritables, entre guillemets, portraits d'Olga, selon la tradition du portrait mondain, celle-ci est montrée à de nombreuses reprises dans sa vie quotidienne. Le mariage a quelque chose de pratique, le modèle est à disposition.
Camille Morino, que pensez-vous de cette dimension domestique? Lorsque je vous en ai parlé en préparant cette discussion, vous avez utilisé l'expression d'écran blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette expression d'écran blanc et en quoi ça fait écho à ce que je viens de parler? Oui, alors là, je vais parler d'hommes artistes avec lesquels j'ai travaillé, qui sont pour certains vivants et d'autres décédés, comme Yves Klein, qui était ma première exposition au Centre Pompidou. Et j'avais beaucoup travaillé sur son rapport avec les modèles pour ses anthropométries. Comme vous le savez, Yves Klein travaillait avec des artistes, pas des artistes femmes, des modèles, à qui il demandait, c'était d'ailleurs le travail c'était ma recherche, qu'il trempait dans la peinture, en tout cas c'est un peu l'expression qui était utilisée à l'époque. En réalité, en se penchant sur ses écrits, il explique qu'il considère ces femmes comme des pinceaux vivants. Et j'ai eu la chance, au moment de l'exposition Klein, c'était en 2005-2006, de rencontrer une ou deux, et un homme aussi qui avait été modèle ou pinceau vivant de Klein, qui racontait que c'était une expérience très interactive où en fait Klein déléguait du faire à ses corps. Donc ces femmes effectivement s'enduisaient de peinture, et ensuite décidaient un petit peu de la manière dont elles allaient glisser sur la toile. Il y avait certains gestes, certaines positions qui étaient décidées, mais il y avait une relative liberté. Et donc elles avaient vécu cette expérience un petit peu comme une forme de performance. J'avais d'ailleurs positionné ces moments comme de la performance. Donc ça, c'est une manière d'être, pour un artiste homme, de placer une sorte d'écran. Là, c'est littéral, puisque le corps de l'artiste femme, du modèle, je me mélange, se pose sur la toile comme un pinceau. Mais il y avait aussi quelques hommes qui se sont posés sur la toile. Et d'ailleurs, anatomiquement, on voit bien les éléments organiques qui prouvent qu'il y a des hommes sur ces tableaux. Ce que j'avais montré au moment de l'exposition, qui a choqué pas mal de monde. Enfin, c'était vraiment évident. Et le deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est le travail de Thomas Schutte, pour le coup un artiste qui a une 60aine d'années, qui travaille avec une ou deux modèles femmes qui sont des modèles dits domestiques, pour reprendre l'expression d'Émilie Bouvard. Une qui est son assistante, qui s'appelle Louise, qui est une personne qu'il connaît très bien, avec laquelle il travaille quotidiennement, et qui fait partie pour moi de ces écrans blancs, c'est-à-dire qu'il va travailler ce visage, comme il travaille de temps en temps ses autoportraits, avec une forme de liberté, probablement dans un état méditatif, où ce qu'il crée, c'est pas un portrait, c'est un travail formel, qui s'inspire de la présence de quelqu'un, qui ne vise pas à refléter une personne en particulier, mais à rentrer dans une forme d'écho avec un travail formel qui est le rapport à l'autre, je pense, où le désir compte un tout petit peu, parce que c'est un homme qui peint une femme, un homme qui aime les femmes, mais qui n'est pas central. Mais de fait, le seul homme que Thomas Schutte représente, c'est lui, c'est ses autoportraits. Par contre, il y a beaucoup de portraits de femmes, dont certaines qui ont été ses grands amours, ou ses filles d'ailleurs. Mais voilà, il y a quelque chose de genré, mais de très doux. Nathalie Bondil, sur cette question du modèle à disposition. Domestique. Oui, alors évidemment la question du désir est centrale, notamment de toutes les époques, mais je pense au XXe siècle, au XIXe, par exemple Maurice Denis, qui est totalement influencé par la personne de Marthe, sa femme, que l'on ne peut pas accuser, à mon avis, de harcèlement ou d'autres perspectives très actuelles. Pourtant, Marthe est partout, Marthe s'amuse, entre guillemets. Je sais que c'est un mot qui maintenant est peut-être un peu plus connoté. Je pense aussi à Dina Verny pour Aristide Maillol, qui a été aussi un modèle qui l'a totalement fasciné et qui d'ailleurs est devenue la légatrice de son œuvre. Les exemples sont multiples. Dans le cas de Picasso, l'amour, ce désir sexuel, ce désir charnel, ce désir obsessionnel, pour les femmes, pour des femmes, les unes après les autres, a été un élément absolument central dans son inspiration. Il disait: je pourrais tomber amoureux d'un bouton porte. Donc c'est vraiment, il avait besoin de ce sentiment amoureux, pour pouvoir créer. Avec, du coup, aussi une espèce de juxtaposition compagne-modèle qui conditionne notre regard aussi à nous qui regardons les œuvres. C'est-à-dire que si l'on voit, par exemple, la personne Olga partout,
Alors, lorsque l'on est face à des tableaux où le visage, le corps est disloqué, déconstruit, on peut ne plus voir un tableau, mais voir une femme maltraitée, détruite. Voilà. Alors c'est là où il faut revenir à des perspectives et à une historiographie basée sur les faits, sur la recherche, pour éviter de justement outrepasser l'interprétation des œuvres, parce que on revient à Picasso, la lecture de son œuvre séparée par femme, Olga, Marie-Thérèse, Françoise, etc. A été tellement prédominante à partir d'un certain moment qu'elle a conditionné l'interprétation que l'on a faite sur le corps de ces femmes, qui ne sont pas d'ailleurs portraiturées comme Olga, mais comme qui sont souvent sans titre ou avec des titres qui ne sont pas nominatifs. Et je reviens au livre de Laurence Madeline sur Marie-Thérèse Walter, qui justement fait l'étude très précise pour éviter d'avoir cette simplification avec un point de vue très genré, très avec un biais de cognition qui est celui de 2022, qui a aussi sa place, mais qui ne peut pas être pris pour un fait historique. C'est aussi peut-être, Camille Morino, la différence en fait qu'il faut garder en tête entre un portrait et un tableau. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement une femme présente dans un tableau, mais ça n'est pas un portrait de. Enfin, il y a une différence malgré tout, non? Absolument. Et alors moi, je vais rebondir sur ce sujet de la femme qui pleure. Qui est un sujet que j'ai découvert en travaillant sur l'œuvre de Niki de Saint-Phal, parce que Niki de Saint-Phal a fait une série très importante de femmes qui pleurent. Ça fait partie de ses sujets récurrents. De toute évidence, elle avait l'œuvre de Picasso en tête, mais pas seulement, parce que les femmes qui pleurent, il y en a beaucoup, beaucoup dans l'histoire de la peinture, ne serait-ce que les Pietà, qui est quand même un sujet énorme, classique, qui est au cœur de l'histoire de l'art. Donc une artiste femme s'empare de ce sujet et en fait un corpus d'ailleurs très spécifique à part, dans des tas de techniques différentes. Elle le fait en gravure, elle fait des bijoux avec des femmes qui pleurent. Et ces femmes qui pleurent sont quelquefois amusantes, de fait. Ça ne parle pas que d'elle. Alors elle a eu beaucoup d'amants, Niki de Saint-Phal. Des histoires, elle a été aimée. Je vois Philippe Dagen qui fait la grimace, mais on en discutera tout à l'heure. Ça parle de son histoire aussi, mais histoire de son viol par son père qu'elle a révélé très tardivement dans sa vie, volontairement, pour ne pas que ça fasse écran à son travail. Et je pense que il y a des parallèles avec l'œuvre de Picasso, parce que attention aux tropes biographiques. Quand une artiste décide de ne pas parler de quelque chose, d'en parler très tard, pour pas que ça gêne l'interprétation, je pense qu'il faut respecter aussi ce choix. En tout cas, ces femmes qui pleurent, elle en parle de beaucoup dans ses écrits, dans ses lettres. C'est pas un sujet tragique. C'est un sujet qui appartient à une histoire de l'art qu'elle connaît très bien. C'est une femme extrêmement cultivée, qu'elle interprète de manière féministe, quelquefois joyeuse, en tout cas avec des tas d'occurrences formelles différentes. Elle parle de la condition de la femme. Elle parle d'une femme qui a beaucoup d'amants, d'amoureux, probablement quelques maîtresses aussi. Donc une femme qui s'éclate, pardon du mot, et qui s'amuse en faisant des femmes qui pleurent. Oui, alors là vous m'avez devancé parce qu'effectivement, je voulais évidemment parler de ces femmes qui pleurent, qui sont donc un cas vraiment très très parlant par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Donc dans l'œuvre de Picasso, donc des femmes qui pleurent peintes en 1937-38, et lorsqu'on parcourt ce qui a été écrit au sujet de ces tableaux, c'est vraiment frappant parce qu'il y a deux lectures. Il y a celles et ceux qui voient Dora Maar, donc sa compagne à ce moment-là, Dora Maar peinte en hystérique par un Picasso cruel qui la rend complètement folle, et celles et ceux qui voient une représentation universelle de la douleur, comme par exemple, c'est ce que nous disait Peter Reed lorsqu'on a discuté avec lui de Picasso et le masculin. Lui, il voit dans les femmes qui pleurent une représentation universelle de la douleur. Nathalie Bondil, que penser de ces lectures concurrentes ou pas d'ailleurs? Quand on parle de femmes hystériques, c'est déjà un terme extrêmement sexiste, puisque le mot hystérique vient du hystérus, comme vous le savez. Il faut revenir peut-être à ce que disait Dora Maar elle-même de ses œuvres, donc en disant que ce n'était pas tant elle, mais c'était aussi donc cette lutte qui engageait Picasso et elle beaucoup en tant que militante active par rapport à la guerre d'Espagne, à la guerre civile, à Guernica,
c'est vraiment une femme qui a engagé donc Picasso politiquement plus que jamais, et donc on ne peut pas faire fi, oublier donc ce que le modèle entre guillemets donc dit, ce que Dora Maar dit de ces femmes qui pleurent, parce que cet engagement politique à cette époque était fondamental. L'historiographie picassienne a ensuite réduit, parfois par commodité, par sensationnalisme, si je puis dire, l'interprétation de l'œuvre de Pablo Picasso autour de ces femmes par rapport à ce qu'il a vécu avec elles ou pas, les tragédies, les amours, les mensonges. Bref, je ne suis pas là pour dire que Picasso, en tant qu'homme, donc était quelqu'un de facile, bien au contraire. C'est une personnalité certainement très très dure, mais en tant qu'artiste, on ne peut pas réduire son œuvre à ce qu'il a vécu en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et alors, précisément, Camille Morino s'est interrogée sur ce sujet du peintre et du modèle. C'est interroger le regard posé par le peintre, mais on peut aussi questionner le point de vue du modèle. Dans quelle mesure le connaît-on d'ailleurs, et quelle part revient en quelque sorte au modèle dans la création de l'œuvre. Tout ce que l'on vient de dire révèle aussi un peu l'ambiguïté qu'il y a autour de la place du modèle, de son rôle, parce que en même temps, c'est parce qu'elles sont des compagnes, des maîtresses, que l'on connaît leur nom, utilisé parfois de manière abusive, et en même temps, c'est parce qu'elles sont compagnes et maîtresses qu'elles sont un peu dépossédées d'un rôle qui pourrait être aussi un rôle de collaborateur de l'artiste. Alors aujourd'hui, je pense que la recherche et j'espère un petit peu l'association Aware montre qu'il y a tellement d'artistes femmes qui ont travaillé pendant que Picasso travaillait précisément, qu'on peut vraiment changer de regard sur cette question du peintre et son modèle, ou de la peintre et de son modèle, ou de ses modèles. Prenons par exemple l'exemple de Suzanne Valadon, qui était un modèle professionnel de beaucoup de peintres hommes de son époque, mais qui était aussi peintre. Il y a une magnifique rétrospective qui a tourné aux États-Unis. Je pense qu'il va y avoir bientôt une exposition en France. Je ne sais pas si c'est Metz ou... Enfin bon, c'est une artiste magnifique qui a été modèle professionnel, donc qui connaît le regard de différents hommes peintres sur le corps féminin, qui s'est formé d'ailleurs, qui est devenu peintre en regardant les hommes peindre, et qui va s'intéresser à cette question du modèle, femme ou homme, et faire de magnifiques portraits, dont un tableau qu'on avait montré avec Cécile, puisque tu étais commissaire de la section moderne de Elle, je le rappelle. J'ai travaillé de manière très collective, Cécile Debray. Et on avait sorti un peu des réserves, la chambre bleue de Valadon, et je me rappelle, toutes les deux, on était scotchés, pardon de l'expression, devant ce tableau, qui représente une femme allongée, donc une odalisque, où on retrouve Picasso, on retrouve Matisse, on retrouve Gauguin, avec des citations complètement évidentes des artistes hommes peintres de l'époque. Donc c'est une femme qui s'adresse à ses collègues, littéralement, en rigolant, en disant « Ok, vous avez fait ça, moi je vous propose ça ». Et qu'est-ce qu'elle propose? Une femme qui fume, qui est habillée, alors un peu à la manière des femmes de Matisse, enfin des tableaux de Matisse des années 20. Et au lieu d'avoir un bouquet de fleurs sur ce lit sur lequel elle est allongée, il y a des livres. Donc c'est une femme qui lit, qui est pas, disons, comme dirait ma fille aujourd'hui, elle est body positive, c'est-à-dire qu'elle est pas vraiment coiffée, elle est comme elle est, avec une espèce de pyjama un peu, un corps pas magnifique, une femme mûre, mais qui s'assume. On sent qu'elle a du caractère. Donc c'est vraiment un commentaire sur toute une histoire de l'art, toute une histoire de ces odalisques, de femmes nues qu'elle habille, littéralement, elle habille l'odalisque, et elle fait une proposition extrêmement moderne, très contemporaine, qui interroge vraiment au centre cette question du modèle ou de la modèle, sachant que, comme vous le savez, Suzanne Valadon s'est représentée nue avec son très jeune amant, qui avait l'âge de son fils, André Hutter, qui est un tableau qui a fait scandale, puisqu'elle se représentait, elle nue, le pubis à l'air, mais aussi André Hutter nu, et que c'était insupportable à l'époque d'avoir les organes masculins dénudés, donc il a fallu peindre par-dessus une feuille de vigne, alors qu'elle, ça allait tout à fait qu'elle soit nue. Bien sûr. En fait, la grande exposition donc sur les modèles reste à faire. Il y a eu beaucoup de travaux ponctuels concernant donc certaines personnes comme Fernand d'Olivier et bien d'autres, mais la grande exposition de synthèse donc reste à faire pour justement nuancer ces regards après celle du modèle noir à Orsay. Nous l'attendons.
Et pour revenir justement questionner ce point de vue du modèle, on peut tout de même, pour en revenir à Picasso, mettre en regard deux citations. D'une part, Marie-Thérèse Walter, qui, comme le rappelle Laurence Madeline dans le livre qu'elle lui a consacré, parle de l'exposition de 1932, donc la première rétrospective consacrée à Picasso, comme de son exposition à elle, car elle y est très présente, représentée en tout cas. Et d'autre part, Dora Maar, qui dira, elle, tous ces portraits de moi sont des mensonges, ils sont tous des Picasso, pas un seul n'est Dora Maar. Oui, alors c'est sûr que cette exposition de 1932 est très importante parce que Marie-Thérèse donc est partout et en même temps elle est nulle part parce que elle est encore cachée et la personne qui est mise en valeur donc sur une simèse donc en famille, c'est Olga donc avec le fils et c'est un genre d'hôtel familial que Picasso monte sur une simèse alors que finalement Marie-Thérèse donc est partout. Mais elle n'est jamais nommée. Encore une fois, est-ce que c'est une représentation de Marie-Thérèse ou est-ce que c'est le désir de Picasso pour ce corps, pour Marie-Thérèse qu'il montre? Il ne la nomme pas. Mais en tout cas, elle dit c'est mon exposition, là où Dora Maar dit c'est pas des Dora Maar, c'est des Picasso. Donc ça montre bien quand même que le modèle, il a aussi un point de vue, il a aussi qui n'est pas forcément univoque. Qui n'est pas univoque dans la mesure où en plus, dans le cas de Marie-Thérèse Walter, c'était une femme qui, à l'époque, vivait au travers de la personnalité de Picasso. Il faut comprendre que, à la différence de Fernand d'Olivier, qui avait le même âge que Picasso, ils ont des relations relativement égalitaires, si je puis dire. Et puis c'était un début, Picasso n'était pas encore très connu, donc Fernand avait était un modèle établi. Au fur et à mesure de la vie de Picasso, donc il va y avoir une distance, une dissymétrie, dirions-nous aujourd'hui, entre donc la personnalité donc des femmes ou des compagnes de Picasso et ce qu'il est devenu. Donc son statut a bien changé. On ne peut pas non plus comparer le Picasso des débuts avec le Picasso de la fin, celui de Jacqueline qui se faisait appeler Monseigneur. Donc il y a eu toute une existence entre-temps. Et on sait aussi, là encore, grâce à Laurence Madeline avec qui on en avait parlé, à quel point finalement cette relation entre Marie-Thérèse Walter et Picasso correspond aussi à des mythes de l'époque. Enfin, en tout cas, des mythes de l'époque sont projetés sur cette relation, comme l'amour fou surréaliste par exemple. Et le fait est que cette relation se fond aussi, Camille Moreno, dans le mythe du peintre et du modèle, parce que c'est également un mythe, le peintre et le modèle. Alors, waouh, quelle question. Je me sens écrasée. Non, en vous écoutant, je repensais donc à l'expérience de l'exposition pionnière au Musée du Luxembourg l'été dernier. Et effectivement, ce mythe du modèle, je me suis posé cette question-là à peu près en ces termes, en montrant les tableaux des Tamara de Lempicka, une artiste qui travaille au même moment que Picasso, qui est d'ailleurs, à mon avis, pardon de le dire, beaucoup plus connue de lui à l'époque, qui vend beaucoup plus cher que Picasso, qui vend notamment aux États-Unis, qui est l'artiste hype, comme on dirait aujourd'hui, et qui a pour modèle la plupart du temps des femmes sur lesquelles elle projette un regard désirant, puisqu'elle est notoirement lesbienne. Et donc, effectivement, c'est là où on peut commencer à déconstruire le mythe, parce que c'est une artiste qui s'amuse, elle aussi, à sa manière, en projetant son désir sur des corps qui sont les corps de ses maîtresses, avec des poses, avec des regards, avec des manières de représenter le corps féminin qui sont tout à fait nouveaux, je sais plus si je suis dans le masculin ou dans le féminin. Donc elle va commencer à vraiment déconstruire ces codes à la manière de ce qu'on appellerait aujourd'hui queer, c'est-à-dire en décentrant ce regard, en posant de manière très frontale et très brutale et très libre la question de ce que j'appelle aujourd'hui le female gaze, c'est-à-dire ce regard féminin désirant, comment ça travaille le corps de manière différente. Elle n'est pas la seule du tout à faire ça dans les années 20. Marie Laurencin le fait, d'autres peintres femmes le font, avec beaucoup de liberté, et une liberté telle que je dirais qu'aujourd'hui on est presque coincé. En fait, on n'arrive pas à regarder ce travail des artistes femmes à l'époque
comme il était fait et vu à l'époque, c'est-à-dire vraiment une liberté complètement folle, où les femmes lesbiennes vivaient très ouvertement leur désir, et le représentaient en peinture, en photographie, avec aussi énormément de radicalité. Donc voilà comment on peut commencer à s'interroger sur ce mythe du modèle, ou ce mythe de la domination. Comment est-ce que le désir domine, ou est-ce que le désir déconstruit ou reconstruit? Comment il le fait? C'est une question très très vaste et très complexe. Parce que cette question de la domination, elle existe quand même. Nathalie Bondil, et si on parle de Marie-Thérèse Walter, on peut aussi la citer quand elle répond à Pierre Cabane lorsqu'il l'interroge pour France Culture en 1974 à la question qu'est-ce que le bonheur pour Picasso? Elle répond: il viole d'abord la femme, comme Renoir disait, et puis après on travaille, que ce soit moi ou une autre. Et elle lui dit ça avec du sourire dans la voix, elle lui dit ça comme si c'était en fait une évidence. Oui, alors c'est une phrase qui a été très très commentée, notamment par les détracteurs de Picasso. Il faudrait revenir donc dans le contexte de cette entrevue faite par Marie-Thérèse. Cela dit, donc Marie-Thérèse donc a toujours été éperdument amoureuse de Pablo Picasso. Donc elle n'avait comment est-ce qu'elle a utilisé ce mot qui est extrêmement violent, qui est extrêmement choquant et qui ne peut pas être prise à la légère, c'est évident. Comment est-ce qu'elle l'a interprété, que ça c'est peut-être autre chose. Et donc là je reviens donc au livre de Laurence Madeline qui effectivement donne beaucoup de nuances sur cette entrevue. Marie-Thérèse a donné peu d'entrevues et cette entrevue de Pierre Cabane a été faite dans un contexte très particulier à la fin de sa vie. Et puis il y a le comme disait Renoir, voilà, enfin elle-même fait référence à un autre, c'est intéressant aussi. Oui, alors ça pour Renoir, donc on sait qu'il a eu donc une muse modèle qui a été reconnue donc il y a assez peu de temps, dont on a connu donc la descendance avec cette jeune femme. C'est évident que la question du modèle par rapport au peintre ou à l'artiste donc versus la domination, elle existe. Il y a donc un monument de l'art qui s'appelle Auguste Rodin qui et on le sait donc avait beaucoup de modèles donc dans son atelier, qu'il a dessiné, qu'il a modelé et avec qui donc il pratiquait des attouchements, c'est clair, c'est connu. Parfois même il pouvait peut-être même déraper avec certaines femmes de collectionneurs américains quand ils devaient faire leur buste. Alors donc Auguste Rodin donc aussi est un sujet très intéressant sur cette question de la dissymétrie, de la domination de l'artiste versus le modèle quand il est femme. Je voudrais qu'on revienne sur un mot avec vous, Camille Morino, justement qui a beaucoup été utilisé, en tout cas pour ce qui concerne Picasso, particulièrement concernant Marie-Thérèse Walter, justement, c'est ce fameux terme de muse. Vous qui travaillez sur les artistes femmes, les femmes artistes, est-ce qu'on retrouve ce terme de muse pour évoquer des modèles d'artistes femmes, par exemple? Alors, vous voulez dire le terme de muse pour des artistes femmes? Est-ce que les artistes femmes ont eu des muses? Oui, non. Voilà, par exemple. Est-ce qu'on retrouve ça aussi régulièrement, qu'on utilise ce terme pour les artistes hommes? Non, parce que on a un vrai souci d'information et je dis souvent, pardon, c'est peut-être pas le lieu, ça va peut-être choquer beaucoup de monde, mais je regrette qu'on n'ait pas autant d'informations sur les artistes femmes qu'on en ait sur Picasso, parce que cette information elle est écrasante. Si il y avait l'équivalent d'un Picasso qui soit une femme, qui ait eu autant d'amants, d'amoureux, qui ait autant de désir pour les hommes et qui ait autant représenté ce désir, ça serait peut-être plus facile aussi de regarder le travail de Picasso plus justement. Comme on n'a pas ça, on y travaille, l'association Aware y travaille, on a 900 biographies d'artistes, donc on produit énormément d'images nouvelles, d'histoires de vie aussi, d'histoires de désir. On commence à travailler cette question un peu différemment. De fait, effectivement, il y a certainement eu beaucoup d'artistes qui ont eu des modèles, hommes ou femmes, qui ont été des muses. Je reviens à l'exemple de Tamara Del-Empishka, qui a eu quelques maîtresses identifiées, qui ont des noms, donc qu'elle va représenter nue, d'ailleurs, de manière assez régulière. Donc, on retrouve ce modèle, cette idée de modèle, en fait. Mais on manque d'informations. J'ai montré par exemple aussi le travail d'une artiste polonaise qui s'appelle Mela Mutter, formidable artiste qui arrive à Paris avec toute
une communauté d'artistes hommes et femmes polonais et qui représente énormément de femmes, dont certaines nues, notamment un nu cubiste magnifique, les jambes ouvertes, qui est un truc, c'est un monument qui là aussi interroge le cubisme, interroge le désir des hommes, fait par une femme. Enfin, c'est un tableau qu'il faudrait commenter autant que le sont les tableaux de Picasso. Simplement, cette œuvre n'est pas connue, la vie de cet artiste n'est pas connue, son œuvre n'est pas connue. Donc on peine en fait à reconstituer l'envers de ce regard désirant qui est le regard des femmes. Le sujet donc, c'est quand même aussi la représentation du désir et sa dimension érotique et la manière dont nous regardons cela, que nous soyons en 1900, 1955, en 2001 ou en 2023. Je rappelais la grosse vingtaine d'années qui nous séparent de l'exposition Picasso érotique, Nathalie Bondil. Le fait est que la manière dont nous regardons Picasso a beaucoup changé depuis. Ça, c'est clair. C'est pas tant que ça pourtant. Absolument. Oui, donc j'ai effectivement été commissaire avec Jean-Jacques Lebel, Jean Clair, sur ce projet Picasso érotique. C'était en 2000-2001. On ne pourrait plus le présenter de la même façon. Et c'est tant mieux parce que l'histoire de l'art... C'est ce que j'allais vous demander. Oui, mais tant mieux parce que l'histoire de l'art est une discipline qui évolue. Il faut plutôt parler de la permanence des œuvres devant l'impermanence de notre regard et toujours remettre en tête cette question que ce n'est pas tant de cancel culture dont il faut parler, mais plutôt de context culture. Il est très bon que l'histoire de l'art change de vision, change de perspective, puisque chacune des générations apporte son regard, donc ses préoccupations, ses enjeux, mais en même temps, il faut rester humble, il faut rester modeste, parce qu'il faut imaginer que ce que nous disons aujourd'hui, en 2023, va probablement être différent de l'interprétation que nous aurons sur Picasso dans quelques décennies, comme ce le fut donc au cours du siècle précédent. Donc là, revenir aux faits, revenir à l'histoire, revenir au témoignage direct, eh bien c'est fondamental pour fonder une histoire de l'art qui soit digne de ce nom. Et donc aujourd'hui, on ferait plus pareil, mais on ferait comment alors ? Alors pour Picasso érotique, je pense que tout le travail que nous faisons aujourd'hui, toute cette relecture qui se fait sur Picasso, sa sexualité, son désir, sa violence. Donc pour certains, c'est un ogre, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, qui sont des termes parfois excessifs, mais en même temps qui sont justifiés par des témoignages, des nouveaux livres qui sont apparus. Je pense à Marina, ça récemment, eh bien, ça permet d'enrichir cette vision. Ça ne la censure pas, ça ne l'annule pas, mais ça l'élargit, ça la complète, ça la complexifie. Donc, on ne peut pas aborder ce genre de sujet sous l'angle de la simplification. On doit l'aborder sous l'angle de la complexité humaine, donc d'un homme versus un artiste, d'une œuvre qui s'est étalée sur de très nombreuses décennies et qui a traversé beaucoup d'époques. Donc cette nuance est absolument fondamentale pour éviter de tomber dans des approches qui soient radicales, caricaturales, polarisantes, clivantes et qui finalement nous éloignent d'une certaine vérité. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Camille Morino, vous vouliez réagir, je crois. Oui, c'est pas, pardon, je réponds pas exactement aux questions, mais j'avais envie de réagir globalement. Je sais pas à quel point on en est de la fin de cette prise de parole, de cet échange, mais sur la question de la violence du désir. Encore une fois, comme il nous manque l'information équivalente pour pondérer, on va dire, la présence de Picasso et des autres magnifiques artistes hommes qui ont représenté des femmes, je voudrais évoquer le nom de quelques artistes femmes qui, moi, m'ont impressionnée et qui m'ont aidé à mieux comprendre, à mieux regarder à la fois les hommes et les femmes dans leur représentation du désir. Louise Bourgeois, par exemple, qui a beaucoup parlé de la violence du désir, qui a fait son interprétation à elle de l'hystérie, d'ailleurs avec une magnifique série de sculptures sur un corps tendu par l'hystérie.
là aussi de toute évidence, qui s'inscrit dans une histoire de l'hystérie représentée par les hommes, dans un commentaire extrêmement féministe, je sais pas si le mot peut être appliqué au travail de Louise Bourgeois, mais en tout cas genré. Ça, c'est un exemple que j'aurais voulu évoquer. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est Marlène Dumas, parce qu'elle, l'exposition récente à Venise a montré à quel point ce travail parle de la violence du désir. Et elle parle de son désir à elle pour les hommes, et d'ailleurs elle respecte beaucoup le travail de Picasso, mais il y a quelque chose d'extrêmement cru dans certains de ses tableaux. Et pour aller un petit peu au-delà de la peinture et de l'art, j'espère que vous m'en excuserez par avance, j'aimerais évoquer la littérature et le cinéma, qui moi sont aussi des domaines qui me nourrissent dans ma manière aussi d'appréhender les arts visuels. Par exemple, Marguerite Duras, par laquelle et avec laquelle je traverse cette question de la violence du désir, son histoire magnifique avec ce jeune amant qui arrive à la fin de sa vie et la manière dont elle va parler de la sexualité de la femme et du désir féminin. Et enfin, Jane Campion dans l'histoire du cinéma, parce qu'elle interroge aussi de manière très radicale, très intéressante, comment regarder le corps de l'homme, qu'est-ce que c'est que le désir de la femme, comment porter ça à l'écran. Voilà, comment ces femmes nous aident aussi à regarder le travail des hommes, parce qu'il faut passer par le regard des femmes aussi. Pour conclure bientôt et pour refermer ce sujet justement en restant sur notre thème du jour, Nathalie Bondil, et on doit quand même aussi bien sûr mentionner le fait que le peintre et le modèle c'est aussi un motif pictural évidemment, que Picasso lui-même a beaucoup travaillé. Oui, Picasso, mais pas seulement. Donc ouais, c'est un thème aussi qui remonte à la mythologie avec le mythe de Pygmalion. On est vraiment dans ce rapport entre le créateur et sa création. Picasso a pu faire notamment dans la suite Volard de sublimes estampes où il reprend ce mythe gréco-romain, et là on est dans une autre référence à l'histoire de l'art, une iconographie très ancienne qui ne peut pas être encore une fois réduite à une dimension uniquement autobiographique de l'œuvre de Picasso. Camille Morino, vous me disiez d'ailleurs que Picasso est le modèle, a lui-même servi de motif à d'autres artistes en fait. C'est un grand sujet, c'est un des sujets des artistes féministes, mais pas le seul, parce qu'elles se sont évidemment emparées de cette question du regard masculin sur le corps féminin, mais un petit peu comme une sorte de trope facile. Mais encore une fois, aujourd'hui, je pense que la recherche nous permet, parce que sont apparues tellement de figures femmes artistes importantes, intéressantes, vivant du temps de Picasso, de Gauguin, de Matisse, etc., que il faut s'interroger sur les dialogues, d'abord qui avaient lieu à l'époque entre les hommes et les femmes, qui étaient des collègues, qui travaillaient ensemble, modèles, peintres, tout ça, c'était relativement fluide, un petit peu plus fluide que ce qu'on imagine aujourd'hui, avec une forme de camaraderie aussi, tout simplement. Je vous rappelle que Marie Vassiliev invitait tout ce monde-là dans son restaurant, personne n'avait d'argent, tout le monde était un petit peu près au même niveau, pas de marché de l'art, pas de grands collectionneurs, pas de fortune de hedge fund, etc. Donc voilà, tout le monde était un peu dans la même galère, à Montparnasse, à Montmartre. Donc il faut se rappeler de ce contexte aussi, et d'une relative égalité dont on a même perdu la trace. Pour conclure, Camille Morino, vous êtes d'accord avec Nathalie Bondil qui dit que la grande histoire ou la grande exposition, en tout cas autour de la question des modèles, n'a pas encore, reste à faire? Tout à fait d'accord. Bon voilà, l'appel est lancé. Alors merci beaucoup à vous deux. Merci Nathalie Bondil, directrice du département du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris. Et merci à vous Camille Morino, présidente fondatrice donc de cette association Aware. Merci beaucoup.